Bonjour à tous et bienvenue pour le JT de la semaine, c'est le Best of DC. Alors en début de semaine, nous avons parlé d'un film qui pourrait faire le buzz dans les prochaines semaines, ça s'appelle Minuscule, c'est destiné aux enfants et ça a été tourné dans les Hautes-Alpes, plus précisément dans le Champsaur-Val-Godemar. L'une des productrices habite Chorges, reportage Élodie Pépin. C'est une histoire de fourmis dans une forêt et une guerre qui se déclare pour une boîte à sucre, un butin convoité par deux bandes rivales, un film hybride qui mêle décors naturels magiques et personnages créés par ordinateur. Film d'animation en 3D et en sortie nationale, la productrice exécutive, elle, est bien de chez nous. Originaire de Chorges, elle est retournée dans sa région natale pour le tournage, puisqu'une partie des paysages du film ont pour décor réel le parc des Écrins. Des prises de vue ont été tournées dans le Val-Godemar et le Champsaur. Avec beaucoup de poésie, l'équipe du tournage signe ainsi un film grand écran en sublimant les paysages de notre région et en exportant un petit bout de notre territoire à l'international puisque le film est déjà prévendu dans 40 pays. Minuscule. Alors sans plus attendre, on vous diffuse en exclusivité la bande-annonce du film Minuscule. Il était une fois une vallée paisible où tout le monde vivait en parfaite harmonie. Jusqu'au jour où une fourmi noire découvrit un véritable trésor. Une boîte à sucre qui allait tout bouleverser. Qui aurait pu croire que tout allait dépendre du courage d'une petite coccinelle? Minuscule. L'aventure ne fait que commencer. Tout autre sujet maintenant avec le premier clash politique de l'année dans les Alpes du Sud. À l'occasion de ses vœux, Boris Perdigon, le patron des patrons dans le 05, a prononcé un discours polémique. Il s'en est pris au gouvernement en place avant de pointer du doigt les déboires sentimentaux de François Hollande. Ça n'a pas été du goût du préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, qui a claqué la porte. Retour sur ce clash avec Élodie Pépin. Venu présenter ses vœux hier soir devant les entrepreneurs, Boris Perdigon, président de l'UPE, nous a offert finalement un tout autre discours, égratignant sans détour les politiques. Extrait. Ainsi, à l'heure où les augures délaissent l'année 2013 et embrassent 2014, il faut vous dire que nos pensées sont un peu troubles, un peu déboussolées. En effet, étirées entre une gauche perdue, une droite tétanisée, il paraît que nous serions rhône-alpins. Alors, c'est une détermination fort complexe puisqu'effectivement, Marseille est dans les Bouches-du-Rhône. Vous voyez, première difficulté, c'est pas évident. Mieux, il paraîtrait que ce département, le plus dépensier par habitant, serait aussi l'un où nous sommes le plus heureux et sans doute, en tout cas statistiquement, le plus accueillant. Enfin, paradoxe,
dans ce département qui a vu ces 3 dernières années une véritable augmentation du chômage. C'est aussi la zone la moins touchée de la région PACA. Pour tout cela, je vous souhaite donc la bienvenue. À vrai dire, 2013 fut une année comme toutes les autres, comme 2012, 2011, une année particulièrement difficile. Et rendue encore plus difficile par l'analyse erronée de notre épicurien chef d'État, François Gaillet, au cœur d'une crise que nous ne cessons de payer. Mais voilà, en ce début d'année, ayant élu un président socialiste, nous voyons devant nous se lever un désormais socio-démocrate, peut-être de centre-droit, assurément adultérin. Et à la sortie de son discours bien préparé, Boris Perdigon assume complètement. Je fais suite à l'intervention ce matin de M. le Président de la République qui souhaitait s'élever aux forces vives de la nation. Et il m'a semblé effectivement à la fois entendre son discours de vérité et tout le paradoxe qu'il est pour lui en tant qu'élu socialiste, certes au plus haut rang de la nation, mais élu sur un programme socialiste. Et puis j'ai tenté aussi de lire entre les lignes de ces déclarations de ce matin, puisqu'effectivement, en gros, c'est à nouveau à nous de tout faire dans le cadre du dialogue social, ce qui est certes une méthode qu'on peut trouver intéressante pour le moins si on est allemand. C'est aussi à l'État de faire des efforts, c'est pas simplement entre guillemets au dialogue social. À ce titre, on ne doit pas simplement cadrer les choses, on doit aussi nous donner des gages. Et je dirais que pour ma part, en termes de génération, d'une part, j'ai constamment connu la crise, et d'autre part, l'ensemble du personnel politique, gauche et droite confondus, n'a cessé de creuser l'endettement endémique de ce pays. Un nouvel épisode donc de tension entre le préfet des Hautes-Alpes et le représentant des patrons. On sait que le climat est tout aussi tendu entre le préfet et le sénateur, comme avec Jean-Michel Arnaud. Reste ce départ précipité du préfet à jeter un froid. À la sortie, les entrepreneurs présents dans la salle auraient peut-être aimé un peu plus de réserve. J'aime beaucoup Boris, c'est quelqu'un de franc et direct. Peut-être il a laissé trop parler son cœur ou ses tendances personnelles par rapport au rôle de président de l'UPE. Quelques idées politiques personnelles qui étaient peut-être un petit peu trop tranchées à mon goût. Il a un peu abusé, mais c'est ça d'être excessif. C'est la richesse de Boris, c'est qu'il est excessif en tout, dans le bon côté et dans le mauvais côté. Et du côté des patrons de la région PACA, on est solidaire des propos du représentant des patrons des Hautes-Alpes. Pour le président régional du MEDEF, Jean-Luc Monteil, peu importe la forme, Boris Perdigon a raison sur le fond. Des Boris Perdigon, il y en a plein à la France. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont un peu fatigués, si vous voulez, entre le discours du mois président et puis 18 mois de présence à la tête de l'exécutif, avec effectivement une vie politique un peu en zig et en zag, ainsi que sa vie perso. Donc Boris a fait de l'humour parce que c'est Boris, et que tout le monde dans les Hautes-Alpes connaisse son type de personnalité, et que moi je suis en phase par rapport à ce qu'il a pu dire. Néanmoins, je comprends l'attitude du préfet parce qu'on ne peut pas être toujours d'accord avec l'État, a fait ce que contractuellement il devait faire, c'est-à-dire se retirer. Bon, sur les propos de Karine Berger, je suis beaucoup plus partagé. Puis aujourd'hui, je veux dire, vous, moi, tout le monde, on est allé de sa petite blagounette en ce moment sur la vie tumultueuse du président de la République. Donc que Boris le fasse, pourquoi pas. Et hasard du calendrier, nous recevions le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, cette semaine sur DC Radio. Il a réaffirmé sa position. Pour lui, c'était une obligation de claquer la porte. Écoutez-le. On ne peut pas tout se permettre. Le président de la République, c'est aussi une institution. Et il y a un minimum de respect à avoir. L'humour ne peut pas tout permettre, surtout lorsqu'on est dans une relation institutionnelle, lorsqu'on présente ses vœux. Et quand les institutions sont attaquées, le représentant de l'État doit quitter la salle. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans ce département il y a quelques années. Le préfet avait quitté une institution parce que le président de la République avait été mis en cause. C'était à l'époque Auguste Ruffin. De la même manière, le préfet a quitté cette cérémonie, et c'est bien normal, avec l'ensemble des chefs de service d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas admettre ce genre de propos. Cette semaine, nous avons évoqué également le jeu du foulard. Une petite fille à l'école de la maternelle de Chorges a expliqué qu'elle avait été étranglée de force. Sa maman a bien voulu qu'elle témoigne. Voici leur témoignage. C'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un petit garçon, c'est ça, qui a fait ça? Oui. Il a fait quoi au juste? Il m'a étranglé la gorge. Est-ce que tu sais pourquoi il a fait ça?
Non. Parce que ça s'appelle le jeu en fait, c'est un jeu mais qu'il ne faut pas jouer, c'est le jeu du foulard. Et est-ce que c'était la première fois que ça t'arrivait ça, ou est-ce que tu as déjà vu des gens le faire à l'école de Chorges? Je l'ai déjà vu. Alors je lui ai demandé ce qui s'était passé à l'école, j'ai voulu les prévenir du jeu du foulard. Et en lui expliquant ce que c'était, elle m'a dit qu'on l'avait étranglée dans la journée. Et depuis, elle a mal à la tête et elle est très fatiguée. Donc vous aimeriez aujourd'hui que l'école de Chorges organise une réunion et fasse de la prévention, tout simplement? Oui, une réunion avec tous les parents d'élèves et faire de la prévention auprès des enfants, même s'il faut faire intervenir un professionnel. Et aussi peut-être un psychologue pour ceux qui ont été étranglés, parce que je pense que ça peut les marquer. Cette semaine, nous avons également pris la direction des pistes de Montgenèvre où l'élite des chiens d'avalanche de la gendarmerie est formée. Reportage d'ICI TV. Montgenèvre, 9h du matin, le ciel est partiellement dégagé mais la journée s'annonce excellente pour l'entraînement. Le capitaine Cristofoli nous emmène à 2300 mètres d'altitude pour commencer l'expérience. C'est là qu'une vingtaine de chiens de la gendarmerie se perfectionnent, s'entraînent, s'exercent à la recherche de personnes victimes d'avalanches et coincées sous la neige. Deux cobayes ont été ensevelis dans des igloos sous la poudreuse. Le premier malinois arrive sur les lieux de l'entraînement. Un instructeur l'excite avant la grande recherche. Hop, tu montes au chien. Allez, ouais, c'est très bien ça, Cairo, oui. Walter, c'est très bien mon chien ça, parfait. Allez mon gamin, allez, tu me le sors, allez Bilou, allez mon loulou. Allez mon go, allez mon loulou, allez mon go, allez mon gamin. Oui, c'est bon. L'exercice est impressionnant et il est réalisé à plusieurs reprises pour perfectionner ces chiens. Essentiellement des malinois, ces sauveteurs à quatre pattes viennent tous du Centre national cynophile de la gendarmerie à Gramat. Après 14 semaines de formation, les chiens viennent se spécialiser à Montgenèvre durant 3 semaines. L'élite des chiens d'avalanche est dressée dans les Hautes-Alpes. Le domaine du secours est un domaine prestigieux puisque bien évidemment c'est une mission noble, mais derrière cette mission noble se cache beaucoup d'entraînement. Nous avons à peu près 600 chiens en gendarmerie et vous n'avez ici que 25 chiens qui sont spécialisés dans les avalanches. Il faut d'abord que ce soit des chiens qui sont entraînés dans le cadre normal de la recherche de stupéfiants, recherche de personnes. Et ensuite, nous venons les former ici. Ils sont donc sélectionnés pour venir pendant 15 jours, pendant un stage, où du jour au lendemain, ils découvrent la neige. Et il faut qu'on puisse les former en 15 jours de façon à ce qu'ils soient efficaces et puissent effectivement participer aux recherches en avalanche. Et parmi les maîtres des lieux, le capitaine Dominique Cristofoli, responsable de la formation des chiens d'avalanche de la gendarmerie nationale, est toujours accompagné de son fidèle Clixi, son chien personnel à qui il a tout appris. Alors Clixi, c'est un chien de gendarmerie qui a été dressé en avalanche, qui a subi donc comme tous les autres une formation. Il a d'abord été donné à un maître de chien parce que c'était un excellent chien. Malheureusement, son maître a quitté l'institution et donc ce chien étant encore jeune et comme je l'avais eu en formation, je l'ai récupéré et actuellement c'est mon chien de fonction. C'est un excellent chien, pour démontrer aux stagiaires, c'est un excellent chien au niveau sociabilité.
il a toutes les qualités qu'on demande d'un chien d'avalanche. Nous, on est un peu chauvin, on considère que le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Il est certain qu'on a un rapport très particulier avec nos animaux. C'est presque une relation, en tout état de cause, de couple, parce qu'on est énormément avec nos chiens. Et c'est la seule manière d'avoir du résultat. C'est ce côté relationnel avec l'animal qui fait qu'il travaille pour nous faire plaisir. C'est rechargé, c'est tout. Dominique Cristofoli a donc formé Clixi et plus d'une centaine de chiens d'avalanche depuis le début de sa carrière. Des meilleurs amis de l'homme, il en a donc vu partir, mais le capitaine garde le sourire. Ses amis formés à Montgenèvre sont partis sauver des vies. Dans la semaine, Élodie Pépin s'est rendue à Ancelles où des jeunes enfants handicapés ont pu profiter du ski. Ce n'est pas monnaie courante puisque de nombreuses stations dans le département ne sont pas accessibles. Le reportage. Donc nous on est prêts. Enzo est emballé dans son fauteuil. Empaqueté dans une housse, Enzo, 12 ans, a un handicap orthopédique. Et aujourd'hui, il va faire du ski. Venu de Seine-et-Marne, cela fait une semaine qu'il découvre les joies de la neige à Ancelles grâce à Boris, un moniteur du comité handisport des Hautes-Alpes, et il a hâte de refaire une piste. Ça tire quand par exemple on descend des descentes, ça tire au cœur des fois parce que c'est marrant, ça fait des sensations de glisse. Est-ce que tu es content aujourd'hui de réessayer? Tu es un peu triste que ce soit la dernière fois, c'est ça? Oui, je suis triste, mais je suis content aussi. Grâce au télésiège débrayable de la petite station du 05, Enzo peut monter au sommet comme tout le monde. Ces dernières années, les stations ont fait des efforts et Boris, le moniteur, arrive à trouver ici des remontées mécaniques adaptées. Alors Ancelles, c'est bien équipé dans la mesure où il y a un télésiège qu'on voit un peu plus là-bas, qui est un 4 places débrayable, et il y en a un deuxième sur l'autre versant, donc 2 télésièges qui permettent d'aborder l'ensemble du domaine skiable. Un front de neige assez plat, donc pas trop de difficultés pour le cheminement. Après la descente d'Enzo, c'est au tour de Jason de prendre le départ. C'est bien aux formes, Jason? Oui. 10 minutes plus tard, le voilà déjà redescendu et rempli de joie. Et c'était bien. Et d'ailleurs, je dis à tous les handicapés du monde d'essayer ça. Si Enzo et Jason peuvent aujourd'hui profiter des joies du ski, c'est grâce aussi aux équipements qui le permettent. Mais tout n'est pas encore parfait, les choses ont parfois du mal à avancer. Ces aménagements sont faits, si on parle en nombre, pour très peu de personnes. En pourcentage, ça représenterait tout juste 1 à 2% de la fréquentation. C'est vrai qu'on essaye d'aller au plus vite, mais c'est vrai que ça a un coût aussi. Alors peut-être, pour comprendre mieux et faire avancer les choses plus vite, la meilleure des solutions reste de se mettre à la place de ceux qui ont le droit aussi aux joies du ski. Bonne nouvelle cette semaine, puisque la petite station de Céus dans le Gap-en-Sée a ouvert ses portes. Les skieurs étaient contents, Annick Berger également. Cela faisait un mois que les Gap-en-Sée et les commerçants l'attendaient. Céus a enfin pu ouvrir ses remontées mécaniques ce mercredi 22 janvier. Un retard et la faute à une météo capricieuse et au manque de neige dont a souffert le département des Hautes-Alpes depuis le début de l'hiver. Mais les chutes de neige du week-end dernier ont changé la donne pour Céus. La station préférée des Gap-en-Sée a donc pu retrouver ses habitués. Les commerçants, eux, peuvent être soulagés. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui est arrivé. Bon, il y a beaucoup de gens locaux qui viennent découvrir Céus avec la neige, parce que ça reste un sujet porteur. Donc voilà, je pense qu'on aura du monde le week-end. C'est jamais facile quand on ne sait pas si ça ouvre, si ça ouvre pas. Pour s'organiser, ça reste quand même très compliqué. Mais bon, on s'adapte, il n'y a pas de souci. C'est une saison relativement courte, parce qu'il manque Noël, donc on va avoir 15 jours en février, et puis voilà, ça fera une petite saison. C'est mieux qu'il n'y avait pas de neige. Et cela valait presque la peine d'attendre pour les skieurs de Céus, puisque l'enneigement ce mois de janvier affiche de bons taux. 40 cm de neige en bas de la station, 1 mètre en haut, de quoi donner quelques sensations aux amateurs de glisse. Et les habitués ce matin n'ont pas manqué le rendez-vous. Non seulement ça fait du bien, mais en plus nous sommes heureux et nous en avions besoin. Vraiment, je suis content, rassuré, parce que nos clients ne nous ont pas quittés. Et ce matin, c'est vrai que nous avons vraiment revu notre clientèle. Et tous ces gens-là sont déjà partis en haut de la corniche pour skier dans de la neige nouvelle et toute belle. Enfin, si vous voulez, ce qui manquait, c'était surtout de la neige dans le bas des pistes. Donc nous avons pris une quarantaine de centimètres dans le bas des pistes.
En haut, bien sûr, en haut, nous avions de la neige jusqu'à 1800 mètres, on en avait en quantité. Et là, c'est vrai que dans le haut, on est très bien servi, et dans le bas, écoutez, maintenant, tout va bien. Céus qui espère désormais bénéficier de températures fraîches pour pouvoir conserver sa neige au moins jusqu'aux vacances de février et ainsi ouvrir ses pistes aux touristes attendus pour l'occasion. Enfin, retour pour cette fin de journal sur la Givray dans le Dévoluy. La course s'est déroulée il y a quelques jours. Élodie Pépin s'est rendue sur place. On a donc également dans tête de course le dossard 164 Dorian Giraud. Conditions extrêmes ce matin pour les 139 concurrents au départ de la Givray à Super Dévoluy. De la neige, presque pluie et le froid en prime. Les féminines parties plus tôt que les garçons avaient même hâte de finir la course. Il faisait trop froid. C'était la pire course que j'ai jamais faite, je crois. On a pris le départ à 10h. Les jeunes, on a dû faire 3 tours. Et 3 km 5 dans des conditions exécrables. Mais non, il neige. Non, la piste, elle était totalement dévastée. Moi, c'est le mot. On n'avançait pas et c'était horrible. On vient de finir, on a qu'une hâte, c'est de rentrer au chaud. Alors si au vu des conditions météo défavorables, une grosse partie de la course a été annulée, ce n'est pas pour autant que les licenciés présents ce matin ne se sont pas donnés à fond. Et cela a même payé pour Luc Delbar, arrivé en tête dans la catégorie cadet. Je voulais vraiment arriver premier. Ça fait vraiment plaisir. J'ai tout donné. Et je la voulais, cette victoire. Quant aux seniors, c'est Stéphane Passeron du club SC Champsor qui est arrivé premier, mais qui reste aussi le plus fair-play. Voilà, remercier vraiment les organisateurs pour avoir réussi à monter cette course. On fait un petit sport et un petit sport. On voit que localement, il y a encore des coureurs qui viennent. Et malgré les conditions difficiles, ça a été quand même une belle course, je pense. Après, le résultat, c'est pas le plus important. Nous, vraiment, ce qu'ils font pour moi maintenant, c'est juste pour le plaisir de participer à des fêtes dans la simplicité. Et voilà, c'est vraiment du bonheur du sport, du vrai sport. Enfin, les autres grands gagnants du jour sont Lisa Pellerin pour la catégorie cadet dames, Élie Granier pour les juniors hommes et enfin Hélène Béguin en jeune à senior dames. Et voilà donc, l'édition 2014 n'aura pas été aussi populaire que les autres années, mais les licenciés, eux, ont tout de même pu la faire. Voilà, le JT de la semaine est à présent terminé. Passez un excellent week-end sur DC TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. DC.fr